La sixième tendance que je vous propose est un peu plus audacieuse, je l'admets, parce qu'elle est peut-être de 2023 et pas de 2013. Mais en même temps, je pense que c'est bien de l'intégrer. C'est ce rapport entre la révolution green, alors, qui a pris un peu de plomb dans l'aile avec la crise, en particulier dans les pays occidentaux. Mais pendant ce temps-là, les Américains, ils continuent sur Green Tech. On n'a toujours pas complètement compris ce que c'était. J'exagère, pas de tweet aussi radical, mais quand même. En France et en Europe, mais les Américains continuent. Et au fond, je fais partie des gens qui pensent que c'est en passant par la capacité qu'a chacun d'agir, donc cette notion de micro-contribution, micro-action, qu'on pourra développer cette logique d'énergie nouvelle, où on sera tous coproducteurs d'énergie échangée, parce que vous savez que le problème de l'énergie, c'est qu'on ne la stocke pas, bien que, vous avez peut-être lu comme moi cette semaine un truc incroyable, qui est un projet pour stocker de l'énergie sur la mer, qu'ont les Belges, et qui consisterait à créer des réservoirs d'eau qui soit surélevé, et donc l'énergie supplémentaire produite permettrait de stocker de l'eau qui rendrait l'énergie. Mais enfin, on est quand même dans des trucs qui ne remettent pas complètement en cause l'idée que l'énergie ne se stocke pas. Et donc la seule solution, on le sait, c'est une production d'énergie autonomisée qui permette à chaque producteur d'écouler sa production en temps réel en commençant par lui-même. Ce que vous voyez là, c'est un projet qui a été mené après le tsunami au Japon, et donc piloté par Nissan, avec sa logique de voiture électrique de Nissan Leaf, qui a consisté à travailler avec un certain nombre de grandes entreprises et un certain nombre d'architectes et de spécialistes de l'habitat à la constitution d'une maison qui soit complètement auto-alimentée, donc qui soit totalement indépendante de toute forme d'alimentation énergétique. Donc c'est un projet qui mérite d'être vu dans son intégralité, ce qu'on n'a pas le temps de faire là, mais que vous retrouverez assez facilement sur le net. Il s'appelle le Mirai Nihon Project, et qui montre comment, aujourd'hui, il est possible pour une petite maison quelque part au Japon d'être totalement auto-alimentée par la production et entre autres avec le rôle que joue au cœur du foyer la voiture électrique. Je vous laisserai découvrir ça plus tard. Ma septième tendance, c'est cette, là encore, tendance de fond que mon ami et néanmoins concurrent David Jones a célébré dans un bouquin récent. C'est le patron d'Avas, pour ceux qui ne le sauraient pas, et qui a écrit un bouquin là-dessus. C'est cette idée que le digital et les réseaux sociaux accélèrent, alors, soit en négatif, cette pression qui crée la peur des entreprises, soit en positif, cette saine pression qui oblige les entreprises à avancer. Alors, ce n'est pas nouveau. Nos logos de Naomi Klein a été publié avant Internet, et c'est parce qu'il y avait un risque que soit rendu public la manière dont Nike fabriquait ses chaussures en Asie, en l'occurrence par des enfants, que ceci a exercé une saine pression obligeant Nike à revoir ses méthodes. Mais c'est sûr qu'Internet accélère, et les réseaux sociaux accélèrent cette nécessaire exemplarité, ou en tout cas cette nécessaire amélioration des modes de production que doivent avoir désormais les entreprises. Et donc moi, je perçois comme une bonne nouvelle ce qui est arrivé en France en décembre dernier, c'est-à-dire que 10 ans après que le Grand Prix EFI de la communication, ou 12 ans d'ailleurs, a été décerné à une opération faite par une agence que tu ne saurais renier, pour Carrefour, sur, vous vous souvenez, la vente à la pénurie, le déstockage quantitatif de perceuses à percer dans les coins, etc. Cette année, c'est Système U, sur une démarche citoyenne qui, au passage, intègre un certain nombre d'enjeux qui sont des enjeux sociétaux dont on a parlé tout à l'heure, y compris ceux que Greenpeace met en évidence, qui a eu le prix EFI, c'est-à-dire un prix d'efficacité, pas un prix de créativité. Et donc, aujourd'hui, un certain nombre d'entreprises, en particulier américaines, je vous rappelle que c'est quand même l'ancien directeur marketing communication de Procter & Gamble, de CMO de Procter & Gamble, Jim Stengel, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Grow, et qui démontre de manière relativement imparable, même si tout peut être discuté évidemment, que des entreprises qui ont, comme disent les anglo-saxons, un purpose, un sense of purpose, c'est-à-dire un objectif qui dépasse leur simple business, sont les entreprises les plus performantes, à la fois en termes de profitabilité et à la fois en termes de cours de bourse. Donc c'est une approche très anglo-saxonne qui met l'éthique et la morale loin derrière,
et qui garde ce pragmatisme cher aux Américains, mais qui est aujourd'hui un accélérateur d'une dimension nouvelle qui consiste à se poser la question non pas simplement de l'environnement parce que c'est bien, mais de l'environnement parce que ça vend mieux. Enfin, l'environnement ou de la santé ou de la citoyenneté, hein, ça ne s'arrête pas à l'environnement, d'où le concept de human ecology. Le huitième néologisme que je vous propose, je continue de penser qu'il a encore beaucoup de potentiel non exprimé, justement, c'est le brand journalism. Et donc, c'est l'idée des marques qui vous dévoilent leurs coulisses. Alors, Inside Channel, de ce point de vue-là, est une forme, de mon point de vue, enfin, j'adore aussi, est une forme de brand journalism. Et on pourrait dire que l'équipier Quick est aussi une forme de brand journalism, non souhaitée, certes, par la marque Quick, mais qui témoigne bien de cette tendance. Et donc, moi, j'attire notre attention sur le fait qu'en France, pour des raisons diverses, entre autres un bouquin plutôt sympa écrit par Daniel Beau, on a tendance à voir le brand content comme du brand entertainment, certes, mais c'est que la moitié du sujet. Et encore, certains pourraient penser que dans beaucoup de marchés, c'est plutôt la petite moitié que la grosse moitié. La grosse moitié, c'est la dimension éditoriale. C'est ce que les marques ont à raconter, non seulement sur l'offre, ce qu'elles font, ce qu'elles vont faire, l'innovation, mais sur les conditions dans lesquelles l'offre est créée, sur les conditions dans lesquelles l'offre est fabriquée, sur les conditions dans lesquelles l'offre est vendue et sur les conditions dans lesquelles l'offre est utilisée. Et donc ça laisse une part incroyable à ce qu'on pourrait appeler l'héritier de l'infomercial, qui n'avait absolument pas sa place dans la publicité dite traditionnelle. Enfin, là, je parle aux gens qui, comme moi, au siècle dernier, parlaient d'infomercial à leurs clients. Donc, cette espèce de publicité reportage qu'on aurait pu trouver éventuellement dans des écrans télé, mais qui laisse énormément de place sur YouTube, enfin, ou sur les réseaux sociaux en général, à condition, évidemment, d'être intéressant, d'avoir des choses intéressantes à montrer, des choses intéressantes à dire. Bon, là, j'ai pris un petit exemple qui est Air France, qui nous donne les coulisses du chargement d'un de ses avions. Mais bon, c'est vrai que c'est une question, vivre à la place d'une valise et de regarder où elle va, c'est une question qu'on sait tous, c'est un vrai insight, c'est une question qu'on s'est tous posée. Mais au fond, comment a été stockée ma valise dans l'avion? Grâce à ce petit film, bon, qui aurait pu être mieux fait en vrai s'il avait été fait par nous, mais grâce à ce petit film, on peut quand même avoir la réponse. Qu'est-ce que j'ai dit encore? On peut encore avoir la réponse à cette question. Je vais aller voir mes tweets là parce que je suis un peu inquiet. Et puis la 9e tendance, c'est évidemment le double screen. Alors aujourd'hui, on pourrait dire que c'est trop facile de dire ça. Ça a été consacré encore à Las Vegas il n'y a pas très longtemps, il y a 2 semaines. Mais je rappelle que la tendance annoncée, qui ne s'est pas produite en 2012, c'était la télé connectée. Enfin, si vous vous replongez juste, ça ne fait qu'un an qu'on disait que la tendance de 2012, ce serait la télé connectée. La tendance de 2012 n'était absolument pas la télé connectée. Je ne sais pas si quelqu'un a fait $1, un yen ou un euro de business sur la télé connectée. Je ne crois pas. Par contre, ce que certains appelaient déjà à l'époque, je pense à Sussex Southwest d'il y a 2 ans maintenant, la social TV, c'est-à-dire le double écran, est devenue une réalité, au point d'ailleurs que les chaînes françaises l'ont bien compris, TF1 n'est pas en reste, mais d'autres aussi, Canal+, avec cette logique du double écran. Et au fond, de la même façon qu'on a un œil gauche et un œil droit, on va, alors sans tomber tout de suite, quoi qu'elles arrivent sur le marché, dans les lunettes Google, on va apprendre vraiment à vivre avec ce double écran. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait, c'est ce que j'ai fait ce soir en tweetant distraitement pendant que certains parlaient. Et évidemment, la social TV a un avenir absolument incroyable, puisqu'on n'en est qu'au début. À partir du moment où on va pouvoir repérer davantage les gens qui sont derrière la tablette ou derrière leur téléphone en même temps qu'ils regardent la télévision, ça ouvre des perspectives hallucinantes qui, là encore, je ne veux pas faire trop long, mais changent un paradigme mais monstrueux. Jusqu'à présent, ceux qui avaient les médias, c'était les médias. C'est-à-dire que ceux qui avaient la puissance médiatique, c'était les grands médias. Mais aujourd'hui, pour reprendre Procter, c'est facile, Pampers est un média. Pourquoi? Parce que Pampers a les adresses à son portail éventuellement, mais à l'adresse email de toutes les femmes qui ont un bébé ou qui vont en avoir un ou qui en ont eu un dans les derniers mois ou les dernières années. Et donc, du coup, ça va créer une relation nouvelle entre les médias dits traditionnels, les médias en tant que marque, et les marques devenues elles-mêmes médias, qui va être une nouvelle monnaie d'échange. Autrement dit, je suis Pampers, je vais aller voir TF1 en disant « Ah, mais vous avez une émission à 22h30 qui concerne un documentaire, par exemple, qui concerne les mères de famille. Vous savez que j'en ai 2 millions ?»
Et là, si vous connaissez l'audience de TF1 à 22h30, vous dites que 2 millions de mères de famille aidées par Pampers. C'est intéressant pour TF1. Pourquoi ? Parce que l'écran publicitaire, ils ne le vendent pas que à Pampers. Ils le vendent aussi à 10 autres marques qui pourraient être intéressées par cette monétisation. Donc on voit que subitement, les marques puissantes ont une force médiatrice qui rentre par le deuxième écran avec une incidence potentielle sur le premier. Donc c'est pour ça que je pense que cette révolution du double screen est une révolution certes de l'usage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur Twitter, le soir, vous voyez les émissions sans les voir. C'est ce qui m'arrive. Je regarde relativement peu la télé, mais j'ai l'impression de pouvoir en parler le lendemain matin comme si j'avais vu les émissions uniquement par les tweets qui sont faits. Donc ça, c'est un effet d'usage. Mais il va y avoir un effet nouveau, qui est dans la logique de la relation entre les agences et les annonceurs, où les annonceurs vont pouvoir désormais, et devraient désormais, embaucher des gens qui s'occupent de leurs médias, au sens des médias qu'ils possèdent, comme on dit, des own media, mais de la monnaie d'échange que constituent les médias qu'ils possèdent par rapport aux plus grands médias à qui ils s'adressent, qui va transformer considérablement la relation entre agence et annonceur. J'en termine avec ma 10e et dernière tendance, qui est adieu la consommation, vive la communique-action. Et donc moi j'aime bien cette phrase qui est d'ailleurs le motto, le slogan du réseau que j'ai le plaisir de diriger pour Tebula, qui s'appelle Being dans le monde, qui est un réseau sur le brand behavior, et qui dit « Action speaks louder than word ». Et donc, dans cette logique où les réseaux sociaux peuvent diffuser la moindre toute petite action, en négatif, on l'a vu tout à l'heure, mais aussi en positif, d'une manière ultra puissante, toutes les marques et toutes les entreprises recherchent aujourd'hui des actions de communication signifiantes qui buzzent et qui aient cette capacité de voyager dans les réseaux sociaux. Alors, ça marche une fois de plus à l'envers, hein, donc Greenpeace l'a compris en attaquant, mais ça marche évidemment à l'endroit, puisque regardez toutes ces marques qui réussissent, y compris des marques françaises qui réussissent très bien. Je pense à Evian, je pense à l'opération que Marcel a fait pour Contrex ou à d'autres, enfin, qui réussissent par une opération un jour à un endroit précis, à la transformer en opération de communication exemplaire et mondiale. Et ça nous renvoie, et ce sera ma conclusion, sur ce que je crois être l'évolution la plus centrale, c'est le fait qu'on passe d'une domination de la communication qui se faisait par l'espace à une domination de la communication qui va se faire par le temps. Alors évidemment, on est dans l'espace-temps, dirait Valérian, pour ceux à qui cette référence science-fictionnesque et BD peut parler. Mais c'est un changement très important. C'est-à-dire que tout dans les silos d'organisation des entreprises elles-mêmes et des agences conseils était dans une logique où je privilégie l'espace sur le temps. Je veux que tel jour à telle heure pour le lancement de ma nouvelle voiture, 360 degrés, c'est-à-dire la totalité de mes 50 points de contact pertinents, soit nourris par le même message. Et éventuellement, on se dit, qu'est-ce qu'on fait pour lancer et qu'est-ce qu'on fait après ? Aujourd'hui, on est dans la logique, enfin, on est en train de passer progressivement selon les marchés, mais on va passer globalement sur la logique inverse. C'est-à-dire que la capacité qu'on a, avec le big data en particulier, de pouvoir repérer des gens et des typologies de gens, le rêve du CRM d'il y a 20 ans qui coûtait une fortune devient accessible aujourd'hui par le ICRM, fait qu'on va privilégier la dimension temporelle. Alors, certains le faisaient déjà, les distributeurs en particulier, font des plans d'action commerciaux qui utilisent énormément la logique temporelle. Ils font le mois du blanc en janvier, la fête des mères à la fête des mères, etc., ou Noël à Noël. Donc, ils sont dans la logique temporelle. Mais la plupart des marques qui ne sont pas des distributeurs ne jouent pas cette logique et vont devoir la jouer. Il est temps de passer à un marketing liquide, c'est-à-dire un marketing de la temporalité qui intègre, j'allais dire, les gouttes d'eau que sont chacun de vos clients, pardon d'avoir osé traiter les clients de gouttes d'eau, mais ça peut être sympa, l'eau c'est utile et c'est la vie, et qui les réunit au fond. Donc le marketing liquide, c'est un marketing qui en fait emmène, vous savez, c'est comme les petites gouttes de mercure qui se réunissent lorsqu'elles se touchent et deviennent une force en quelque sorte. Je suis sûr que dans cette salle, tout le monde a au moins une fois cassé un thermomètre et a vécu cette expérience dont je suis en train de parler. Et bien c'est ça, le marketing liquide, c'est un marketing qui est beaucoup plus fluide, qui au passage est beaucoup plus mondial. On l'a vu tout à l'heure avec des exemples d'Amérique du Sud qui rejaillissent très vite dans d'autres pays. Et donc, il nous faut apprendre, entre guillemets, ce nouveau marketing qu'on n'apprend pas dans les écoles, sauf dans les très bonnes, c'est-à-dire celles que vous avez suivies. Et donc, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une très bonne année.